Merci. Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je participe à ce Mandela Day, qui est un événement extrêmement important. Et je donnerai très rapidement les raisons pour lesquelles moi, je participe toujours. La première raison, c'est que, surtout pour ce Mandela Day actuel, c'est d'une importance, on l'a démontré ce matin à travers le discours du parrain, mais aussi même la présidente de Trust Africa, c'est que nous sommes dans un contexte extrêmement difficile, où on se déshumanise de jour en jour et où l'engagement n'a plus de signification. Dans un contexte où nous avons des guerres partout, où l'Afrique elle-même est exposée à une situation de démantèlement, et je donne l'exemple très simple. Les États les plus grands, les plus étendus du continent sont tous pratiquement sujets à une sorte de démantèlement. Là, il y a une dizaine de jours, nous avons organisé une table ronde sur la situation du Soudan, où on a expliqué que c'était une guerre oubliée, une guerre ignorée, surtout par les sociétés civiles africaines. Et quand on le voit, le Soudan est immense, vaste, malgré la partition, et tous les pays qui sont autour du Soudan, peut-être le Soudan a des frontières avec au moins 8 pays, tous ces pays peuvent être, disons, avoir un impact de la situation du Soudan. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on n'a pas besoin d'aller très loin parce que l'Afrique du Sud connaît bien cette situation, c'est celle du Congo, de la République démocratique du Congo, qui aussi a du mal à trouver une stabilité. Et tôt ou tard, on va aller ou vers une partition, un démantèlement, etc., parce qu'on ne sait pas trop bien quel sera le sort du Congo. Le troisième exemple que je donne, et ce ne sont pas seulement les seuls pays, c'est le cas du Mali. On pense que cette histoire de l'Azawad est une histoire récente. Non, depuis au moins la Première Guerre mondiale, cette question se pose et on n'est pas arrivé à trouver une solution. On arme des populations, on arme certains contre les uns, contre les autres, et on ne sait pas. Et nous avons besoin véritablement d'un réarmement moral pour les Africains. Et la question de la jeunesse, les immigrations, les problèmes. Nous reviendrons sur un débat qui a été effleuré ce matin, le débat sur l'afrophobie et le racisme à travers le monde. L'Afrique a besoin d'une figure importante comme Mandela pour bâtir justement une stratégie de riposte face à cette situation. Troisième élément que je voudrais souligner et signaler, ce matin seulement, je lisais l'article d'Eli Barnavi dans Le Monde, sa contribution, où il propose un Mandela palestinien, Marwan Barghouti. Il dit absolument que Marwan Barghouti est le Mandela palestinien et il faudra absolument le libérer de prison pour qu'il puisse, comme Mandela l'a fait, créer les forces, une certaine unité autour de lui et aller vers la construction d'un État palestinien à côté de l'État israélien, des États qui vont vivre, disons, côte à côte dans la paix. Si on choisit Mandela pour dire que c'est le Marwan Barghouti et que c'est que Mandela, depuis longtemps, est resté la conscience du monde. Et ce monde a besoin d'une conscience. Et c'est là où nous ne devons pas seulement peut-être nous limiter à Mandela Day, mais faire de Mandela, de son combat, ce qu'il a toujours été, faire de ce combat le modèle dont on a besoin dans notre monde actuel pour construire la paix et réhumaniser nos sociétés et réhumaniser surtout nos élites et nos élites politiques.
Je pense que nous devons travailler à cela. Je suis là aussi ce matin pour des raisons personnelles. Vous savez, je suis peut-être l'une des rares, en tout cas l'un des rares témoins ici sénégalais de ce qui s'est passé en 1987 à l'Institut de Gorée. Justement, j'ai assisté et participé à cette grande réunion des Sud-Africains, réunion qui a été une étape décisive vers la fin de l'apartheid et la démocratisation de l'Afrique du Sud. J'étais là pour la première fois. J'ai rencontré Thabo Mbeki. On a l'air d'être jeune, mais j'ai eu la chance d'avoir assisté à beaucoup de choses. Deuxième chose aussi, pourquoi? Quand l'apartheid, la fin de l'apartheid, ça coïncidait avec une très grande conférence des femmes africaines. Les femmes africaines, c'était aussi en Afrique du Sud. On a dit, cette conférence, nous allons l'amener en Afrique du Sud pour rendre hommage à Winnie Mandela, etc. Et nous sommes allés, en tant que femmes du continent, de la FARD, tenir notre réunion en Afrique du Sud et faire de Ivy Katziburi, qui deviendra Speaker du Parlement, faire d'elle la présidente de la FARD. À l'époque, chaque matin, j'allais participer à la télévision sud-africaine, à Good Morning South Africa, pour expliquer pourquoi nous étions là et pourquoi Winnie et le combat étaient extrêmement importants. Ça, c'est ma dernière relation avec l'Afrique du Sud. Jusqu'à présent, je suis encore membre du conseil d'administration d'African Monitor, créé par Nyongo Ndungane, le révérend père Archibishop Nyongo Ndungane, qui était un grand compagnon de Mandela et de Desmond Tutu. Donc, j'ai ma part d'Afrique du Sud. Pourquoi je suis là ce matin? Et nous avons le plaisir d'écouter au cours de ce panel 3 grandes personnalités africaines. Ould Abdallah, même s'il n'est pas là, il nous a envoyé un petit résumé de ce qu'il allait dire. J'aurai le plaisir de lire ce résumé. Mais nous avons à côté de nous le Premier ministre Kobineka Kubana, qui est là, qui a suivi les mutations du continent, qui les a vécues, qui a connu le président Sékou Touré, qui au départ, véritablement, quel que soit après par ailleurs les critiques, était un grand Africain qui s'était arc-bouté sur la nécessité de donner à l'Afrique sa dignité et surtout son indépendance. Et je crois qu'il a vu la Guinée était le premier pays à dire oui à l'indépendance des États colonisés en Afrique au sud du Sahara. Et je crois que l'Afrique du Sud a parachevé le processus que nous avons connu d'indépendance des États africains, parce que c'est le dernier pays, pratiquement. Bon, après, on va dire la Namibie, etc. Mais le symbole de la fin de la colonisation et le début, la fin de la décolonisation, c'est bien la fin de l'apartheid. Raison pour laquelle, premier pays indépendant au sud du Sahara et dernier pays qui a parachevé. Justement, je crois qu'il nous sera d'une très grande utilité et c'est avec grand plaisir que nous allons lui donner la parole avant de revenir à notre prochain présentateur. Et si nous n'avons pas M. Ould Abdallah, je lirai peut-être le résumé de ce qu'il allait dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Merci infiniment, Madame la professeure. C'est très, très difficile de prendre la parole après Massi Sosa, après vous-même et après le président de l'USM pour parler de ces 2 sous-thèmes, à savoir l'impact de Mandela sur la démocratie, sur le leadership. Je voudrais commencer d'abord par remercier vraiment les organisateurs, remercier surtout les jeunes étudiants qui ont chanté l'hymne du Sénégal et surtout la chorale extrêmement pathétique qu'ils ont jouée en faveur de Mandela. Je voudrais les remercier. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je voudrais rappeler quelques faits. Mathieu et moi, nous nous sommes connus à cause de la paix. À cause de la paix, parce que nous sommes membres de la Fondation de Brazzaville. Pourquoi Brazzaville? Le siège est à Londres.
mais nous l'appelons Fondation de Brazzaville. Parce que c'est à Brazzaville que les dernières négociations entre l'ANC et le pouvoir sud-africain se sont tenues. Et par la suite, ça a été achevé aux Nations Unies. En mémoire de Brazzaville, nous avons nommé notre fondation Fondation de Brazzaville. Et je siégeais donc dans cette fondation avec Mathis. Et de là, nous avons développé beaucoup de liens sur beaucoup de sujets. Mathieu, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de recevoir le professeur Ngom, que je t'avais envoyé il y a 4 ans, en disant, voici un Sénégalais qui est extrêmement visionnaire, qui voudrait rassembler l'Afrique du Sud et l'Afrique occidentale. Et je lui ai demandé que la réunion se tienne ici à Dakar. Merci beaucoup de l'avoir reçu et de la faciliter tout. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse Mathis pour ça. Et je voudrais qu'on applaudisse surtout le professeur Yakat Ngom, d'une perspicacité rare. Il a allé sans un sou, avec l'aide de Mankeur Ndiaye, qui lui a permis d'avoir le passeport diplomatique, s'aventurer en Afrique du Sud, rencontrer les universitaires, et de là, l'idée est venue vraiment de faire en sorte que Mandela soit mieux connu. Et au-delà de ceci, il a constitué l'Institut transatlantique avec l'Amérique du Sud. Il a une vision que je voudrais qu'on l'aide à développer. Parce que ça transcende vraiment tout le problème de particularisme. Ça mobilise autour du multilatéralisme, ça mobilise autour de la paix. Ceci dit, permettez-moi de faire un clin d'œil un peu à président Sékou Touré. Il est décédé quand Mandela était déjà libre. Mais c'est en Guinée. C'est lui qui a reçu Mandela pour le former au métier des armes. Les gens ne le savent pas. Le père de Mandela aussi, il est venu en Guinée. Il a été formé au métier des armes en Guinée. C'est extrêmement important qu'on sache ce que Sékou Touré a fait. Il a dit que l'indépendance de la Guinée est nulle tant que l'ensemble des autres pays africains ne seraient pas libres. Il a écrit ça dans la constitution guinéenne. C'est très important de savoir en ce moment-là que quelqu'un peut être si visionnaire et tout sacrifier. Nous étions étudiants à l'université de Conakry. Nous recevions des étudiants sud-africains, tanzaniens, comoriens, séchellois, tous ceux qui se battaient, mozambicains et tout de suite. Nous partagions tout à égalité. Et comme cela qu'il a reçu également notre sœur Myriam Makeba, qui est restée des années, qui est devenue citoyenne d'honneur en Guinée. C'est très important. Qu'il a reçu également Kwame Nkrumah. Quand Kwame Nkrumah a pris le pouvoir au Ghana, il l'a reçu en Guinée et l'a nommé co-président de la Guinée. Vous imaginez? C'est rare. Donc son esprit de panafricanisme nous a beaucoup formatés. Et tout cela, quand Mandela est mort, lui n'était plus. Mais son épouse, qui vient de décéder tout de suite, Mme André Touré, a écrit un livre pathétique où elle raconte tout ce que son mari a fait avec Mandela. J'invite tout le monde à lire ce livre. Ça s'appelle « Ma vie auprès de ce président Sékou Touré ». Cette grande dame s'est éteinte il y a juste 1 semaine. Et je voudrais vraiment qu'à sa gloire, on puisse vraiment faire 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je continuerai cette narration pour expliquer également ce qui, au-delà de ceci, me lie en tant que Guinéen à l'Afrique du Sud. Quand Myriam Makeba était en Guinée, nous partagions sa vie, mon épouse et moi. Sa seule fille, Bangui, est presque morte dans les mains de mon épouse. Et vraiment, c'était très pathétique. Et quand l'Afrique du Sud est devenue post-apartheid, devenue indépendante, elle a tenu à ce que mon épouse l'accompagne avec ma fille en Afrique du Sud. Vous imaginez le 3e de nos relations. Donc, le premier voyage de Myriam Makeba au retour en Afrique du Sud, ça a été avec mon épouse et ma fille. Et nous avons tenu beaucoup de relations comme ça. Et le dernier cas, le plus pathétique, nous avions toujours des relations. Par la suite, moi, je me suis retrouvé au Caire, en Égypte, à la Banque africaine d'import-export. Elle m'a dit, écoute, cabinet, je ne vais plus chanter. Je lui ai dit, repose-toi, Granny, parce que nous l'appelions en Guinée Granny. Ça veut dire grand-mère. Et puis un jour, elle me dit, écoute, il y a la mafia italienne qui est en train vraiment de faire du grabuge en Italie. Je suis invité, tenez-vous bien,
à aller y chanter. Ça va être ma dernière fois que je monterai sur scène. Et de Rome, je viendrai te rendre visite au Caire. Vous imaginez? Et c'est sur la scène qu'elle est décédée pendant que nous l'attendions au Caire. Donc, c'est vous dire un peu le sentiment de partage que nous avons avec ce pays, alors que nous avons proposé de mettre en place un groupe d'amitié Afrique du Sud-Guinée. Mais Mathis m'a permis vraiment de faire ce pont, puisqu'il a encouragé beaucoup d'investisseurs sud-africains à venir à Guinée, pas nécessairement pour du profit, mais pour développer les relations économiques et culturelles entre l'Afrique du Sud et la Guinée. Je veux donc remercier Mathis pour ça. Sur le thème de l'expérience, de l'impact de Mandela, vous avez tout dit. Nous, à l'université guinéenne, avant même que l'Afrique du Sud ne devienne indépendante, quand nous révisions les tomes de Sékou Touré, il avait les mêmes principes. D'abord, il n'y a pas de liberté sans dignité. Et c'est en cela qu'il s'est battu pour que la Guinée soit indépendante en 1958. Je rappelle cette histoire, madame. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France, les pays colonisateurs, étaient obligés de lâcher du lest en faveur des pays colonisés. Ils ont inventé donc ce qu'on appelle la loi cadre, pour donner une certaine liberté aux dirigeants africains pour qu'ils aient l'impression de diriger leur pays. Et en Guinée, Sékou Touré a été très visionnaire. Il a profité de ceci pour faire en sorte que le Parti démocratique guinéen occupe l'ensemble de la scène politique. Et quand la France, après beaucoup d'instabilité, a amené De Gaulle au pouvoir, c'est très important, De Gaulle a conçu cette nouvelle constitution, dans laquelle il proposait une association entre les pays colonisés et la France. Il a fait le tour des pays pour venir vendre son idée en août 1958. Il a commencé par Brazzaville, ainsi de suite, puis il est arrivé à Guinée. Partout où il passait, il exhortait les dirigeants africains de l'époque, on n'était pas encore libre, de s'associer à la France et de voter oui au référendum qu'il organisait le 28 septembre 1958. Cette date est importante pour l'histoire de la Guinée et de l'Afrique. Le 28 septembre. Il est venu en Guinée le 25 août 1958. C'est capital à retenir. Il a tenu donc à ce qu'il soit reçu de manière spectaculaire. Et Sékou Touré a mobilisé toute la Guinée, tout Conakry, pour le recevoir de l'aéroport jusqu'à l'Assemblée territoriale française. De Gaulle, qui a vu toute cette masse l'accueillir, a pensé que c'était pour souhaiter la continuation des relations entre la France et la Guinée. Et grande surprise, la parole est donnée à Sékou Touré par le gouverneur français. Et Sékou Touré lui dit, c'était très espiègle, il dit, nous sommes très heureux de recevoir le président de Gaulle, l'homme qui a libéré la France. Donc l'homme qui est mieux placé de comprendre que l'autre ait les mêmes sentiments pour leur pays. Alors De Gaulle a commencé à douter. Je répète bien, il dit, nous sommes très heureux, monsieur le président, de vous recevoir. Vous qui êtes le libérateur de la France. Donc vous qui êtes mieux placé pour comprendre que l'autre ait les mêmes sentiments pour leur pays. Alors il dit, chez nous en Guinée, nous avons un besoin essentiel. C'est notre dignité. Et c'est ça que dit Mandela. Il dit, oh, il n'y a pas de dignité sans liberté. Je dis bien, il dit, notre besoin fondamental en Guinée, c'est la dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Il dit, c'est pour cela, et c'est la phrase explosive, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. La salle a explosé d'applaudissements. Je répète bien, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Autrement, nous préférons... Et cette phrase a choqué De Gaulle. Il a pris la parole. Il devait continuer sur Dakar avec Sékou Touré. J'ai fait cette histoire parce que le reste de Mandela, tout le monde connaît, mais c'est important que vous compreniez un peu comment l'histoire guinéenne a influencé sur le reste. Il dit à Sékou Touré, écoutez, l'indépendance est à la disposition de la Guinée, alors que ce n'était pas pour cela qu'il était venu. Vous pourrez la prendre.
Vous pouvez la prendre le 28 septembre en votant non. Et la France ne va pas s'y opposer, mais elle en tirera les conséquences. Je répète bien, elle dit à la Guinée, à Sékou Touré, l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Vous pourrez la prendre. Il insiste, vous pouvez la prendre en votant le 28 septembre non à mon projet. La France ne va pas s'y opposer, mais elle en tirera les conséquences. Il a quitté la Guinée. Il a refusé que Sékou Touré monte dans son avion pour Dakar. Et donc, 4 jours après, donc, le vote a eu lieu. Un mois après, pardon, la Guinée a été le seul pays à voter non au référendum proposé par la France. Tous les autres pays ont voté oui. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, ainsi de suite. Il a considéré comme un affront. Ils ont sanctionné la Guinée. En plein jour, ils sont allés à la Banque centrale dévaliser toutes les devises, emporter toutes les archives, imposer un blocus, imposer que la Guinée ne soit pas admise à l'ONU. Et voilà comment le jeune État guinéen est né. Et le jeune État guinéen donc, a été sauvegardé, sauvé par beaucoup d'intellectuels africains qui ont permis à la Guinée de sauvegarder et de passer à travers ceci. Et quand Sékou Touré, c'est très important, dans la Constitution guinéenne, a écrit en noir sur blanc que la Guinée ne serait pas indépendante sans que les autres pays ne soient indépendants, ceci a créé un bloc contre la Guinée. À tel enseigne que le 22 novembre 1970, la Guinée était agressée militairement, avec 300 morts, avec l'appui de tous les coloniaux, les Portugais, les Français, les Sud-Africains, tous ceux-ci ont attaqué la Guinée. Pourquoi? Parce que justement la Guinée s'était portée contre porte-drapeau de l'émancipation de l'Afrique. Et ça, c'est très important que les Sud-Africains le sachent, parce que notre histoire en Guinée a été sanguinairement marquée par notre soutien à des pays comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie, comme le Mozambique ailleurs. Et que Mandela, sorti de prison, se soit emparé de beaucoup de valeurs qu'il a apprises de Sékou Touré, de Nkrumah et de sa lutte dans l'ANC, nous, les Guinéens, ça ne nous surprend pas. Parce que c'est un homme foncièrement épris de paix et de justice, foncièrement contre l'injustice. Mais Mandela, devant de beaucoup d'Africains, dit « Je ne transforme pas la haine en destruction. Je la transforme en un venin qui va positiviser les relations et la fraternité. » C'est extrêmement important. C'est une très grande leçon pour la paix. Parce que si aujourd'hui, ceux qui sont puissants veulent pousser leur force jusqu'à écraser l'ennemi, ils ne doivent pas oublier que l'ennemi rejaillira toujours. Parce que la haine sera là. Alors que si vous approchez votre ennemi, vous discutez avec elle, vous lui faites comprendre qu'il est humain comme vous. Ne déshumanisez pas l'humain, l'ennemi. Et c'est là la grande erreur aujourd'hui en Afrique. Les gens sont impitoyables vis-à-vis de leur opposition. Ils sont impitoyables vis-à-vis de ceux qui les contrarient. Ce qui n'est pas la formule de Mandela. Mandela dit, quel que soit votre ennemi, transformez l'inimitié en un levain pour semer la fraternité. Je crois que c'est une leçon qui continuera toujours. Au-delà de ceci, Mandela dit ceci. Qu'est-ce que c'est la valeur d'un dirigeant? Ce n'est pas le fait que vous soyez dans un fauteuil. C'est qu'est-ce que vous faites pour transformer votre pays, votre peuple. Mais il va au-delà. Il dit, qu'est-ce que vous laissez pour la génération future? Beaucoup de dirigeants pensent au présent. Comment je me maintiens? Comment je renforce autour de moi? Comment je protège les miens? Comment faire en sorte que mes parents, mes cousins, en tout cas, soient à l'abri? Mais ils oublient que tant que le peuple lui-même n'est pas à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri. Parce que tôt ou tard, il aura retour le bâton. Et Mandela a bien compris tout ceci. Il s'est élevé au-dessus de tout, comme l'a dit tout à l'heure Mathis. Il a dit, s'il vous plaît, votre pouvoir n'est rien si le peuple sur lequel vous officiez ne partage pas vos idées. Je crois que c'est très important. Je voudrais, ne pas trop épiloguer, mais deux choses, puisque nous sommes dans une université, lancer un appel aux universitaires. Les universités ne sont pas seulement, comme l'a dit Mandela, un endroit où on inculque
de savoir aux autres, aux enfants. Les universités doivent devenir des endroits où on sème la graine de l'humain. C'est extrêmement important. Si nous ne prenons pas la graine de l'humain, nous formons des bêtes qui sont dirigées par les machines, qui sont dirigées par l'intérêt égoïste. Nous devons, au-delà de l'humain, encourager l'être fraternel, à regarder autour d'eux, comprendre que sans l'entourage, vous n'êtes rien. Le voisinage est fondamental. Le voisinage n'est pas immédiat, il va au-delà. Il concerne celui qui partage les mêmes aspirations que vous. Et même s'il ne les partage pas, tracez de vous approcher de lui pour que vous puissiez partager les mêmes destinées. Nous, en Guinée, je viens d'écrire un livre qui a pour titre « La protection de la biodiversité ». Je termine par ça. Nous sommes un pays extrêmement stratégique en Afrique de l'Ouest. Je disais tout à l'heure, professeur Diouf, je lui ai dit, vous pensez que la Guinée a combien de cours d'eau? Il m'a dit peut-être 4 ou 6. Nous sommes un pays à 1200 cours d'eau. Donc nous sommes le château de l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest tire son eau en Guinée. L'eau qui est consommée à Dakar vient de la Guinée. Les 100% de l'eau consommée en Nouakchott vient de la Guinée. La totalité de l'eau consommée à Dakar et à Niamey vient de la Guinée. Parce que la Guinée coule beaucoup de cours d'eau. Nous exportons à travers nos rivières près de 400 milliards de mètres cubes d'eau tous les ans. Si l'écologie en Guinée, l'inconscience des Guinéens détruit ces sources d'eau, nous mettons en danger la vie de 200 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest. Donc nous avons une responsabilité historique, écologique et même sécuritaire. Et j'en appelle donc à tous les pays voisins de la Guinée pour qu'ils s'associent avec la Guinée pour que nous protégions ce capital écologique extrêmement important. Il y va de l'avenir de la Guinée, mais de l'avenir de tous les pays voisins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. En tout cas, c'est l'expérience qui a parlé. Et j'ai retenu quelque chose de fondamental dans votre discours. Rassembler l'Afrique du Sud et l'Afrique occidentale. Je crois que c'est une orientation, parce que ce que nous voulons construire aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, à partir du discours panafricaniste ou toute une réflexion, depuis au moins les années 40, jusqu'à aujourd'hui distinguer le panafricanisme du continentalisme ou de l'unionisme, chaque concept renvoie à quelque chose de très précis. Je pense qu'on ne peut pas ne pas relier ce qui fait la force de l'Afrique, c'est-à-dire le Sud et l'Ouest, parce que le Nord, c'est une autre dimension, ça renvoie au Maghreb, etc. Ça, j'ai bien retenu de cela. Mais aussi le rôle de Sékou Touré et sa vie. Au fédéralisme, il y a beaucoup de concepts que nous devons aujourd'hui bien étudier. C'est que Sékou Touré a accueilli pratiquement tout ce qui était porteur de changement et d'une révolution en Afrique. Et il y a une belle pièce de théâtre, Kouroumani, qui est montée à l'université d'Accra une fois, j'ai suivi. Ce que j'avais le plus de retenu, c'est cette période que Kourouma a passée en Guinée. Ça a été une période extrêmement novatrice pour ce panafricanisme. Et je crois que nous devons l'étudier davantage. Ce n'est pas encore terminé. Je vous présente mes condoléances pour le décès de Mme André Touré. Hier seulement, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque ses mémoires qui sont pleins d'enseignements. Et je crois que les femmes des grands hommes aussi ont beaucoup fait et participé à cette transformation, à ces mutations. Merci pour toutes ces expériences. Et je crois que vous-même, vous allez l'écrire, ce que Maya Makeba a fait, Kourouma, les Karmikaël, etc. Donc on a besoin, la jeunesse a besoin de connaître cette partie de notre histoire. Alors nous fondons beaucoup d'espoir sur des gens d'expérience comme vous pour alimenter le débat qui est devenu
un impératif catégorique pour la jeunesse africaine parce qu'il ne faut pas qu'on perde de l'espoir et nous avons ce qu'il nous faut pour construire notre continent. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire et l'appel surtout à la sécurité, qui est aussi un appel dont on a vraiment besoin. Merci. Maintenant, nous allons écouter, parce que notre panel aussi est un panel de dialogue intergénérationnel. Nous allons écouter Mohamedou Bachir Diané, il est analyste stratégique spécialisé en paix, sécurité et gestion des crises en Afrique. C'est de cette expérience, je crois, reliée à cette partie de l'histoire que nous évoquons, que M. Diané va essayer de nous définir le futur de l'Afrique, je crois. Ce qu'il nous propose et ces dynamiques sécuritaires avec une vision d'évaluation et qu'est-ce que l'Union africaine et les approches endogènes peuvent apporter aujourd'hui dans la prévention et dans les résolutions des conflits. Je crois que nous avons besoin d'avoir cette lecture des nouvelles générations sur le futur, en s'appuyant aussi sur ce qui est passé et ce qui a été dit et fait par les autres générations. Vous avez la parole, M. Diané. Merci beaucoup. Alors, merci, prof. Si la régie est prête, il y a une présentation qui a été préparée pour les besoins de cette communication. Remercier pour la parole accordée. Et contrairement à vous, je n'ai pas été présent ou je n'ai pas vécu l'apartheid. Moi, je suis né post-apartheid, j'ai moins de 30 ans. Et je sens un peu ce poids-là qui va peser sur moi, qui va devoir faire face à ce sujet qui a été préparé sur la pensée de Mandela. Comment est-ce qu'elle est, pour moi, une doctrine africaine de résolution des conflits? Alors, Mandela nous dit la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, elle est la création d'un environnement propice à l'épanouissement de tous. Pour moi, ces mots-là ne sont pas qu'une conclusion, elles sont le commencement pas d'un idéal, mais d'une méthode. Il y a des hommes qui traversent des époques, et je pense que Mandela fait partie des hommes qui changent des époques en la traversant, mais aussi qui jouent un rôle important dans les époques qui viennent. Donc, il ne fait pas partie des gens qui écrivent l'histoire ou qui héritent de l'histoire, ou en tout cas, dès qu'ils héritent de cette histoire, ils ne font pas que la réécrire, ils la font. Donc, on retient souvent le prisonnier qui a été libéré, qui a retrouvé sa liberté. On retient le président qui a réconcilié une nation. Mais pour moi, pour Mandela, la paix n'est pas ni le silence des armes, ni l'oubli des souffrances, ni la victoire des uns sur les autres, mais c'est surtout un pont qu'on jette sur les blessures du passé. Une alchimie aussi parfois qui est fragile. On connaît la valeur de la fragilité et qui permet de transformer toutes les peurs en confiance, qui permet de transformer l'adversaire en partenaire, mais qui permet aussi de transformer la coexistence en un destin commun. Et alors, je pose cette question qui peut-être mérite d'être posée. Et si il avait, par la force de son leadership et de la cohérence de son action, contribué à redéfinir ce que le monde entend aujourd'hui par faire la paix. C'est par cette conviction-là que je vais commencer mon intervention sur 5 principes pour penser et construire la paix selon Madiba. Parce que Madiba n'a pas seulement construit la paix, il a contribué à l'élaboration d'une véritable doctrine de la paix, dont plusieurs principes qui demeurent d'une étonnante justement actualité dans les conflits contemporains auxquels on est confronté. Et cette doctrine-là ne se trouve dans aucun traité. Elle se lie juste à travers ses décisions. Non seulement ses décisions en interne, mais aussi ses décisions en externe. Le premier principe,
c'est la paix n'est pas la fin d'un conflit, elle est sa transformation. On peut y aller. Next, Régé. Donc Mandela refuse une conception minimaliste de la paix. Pour lui, déposer les armes ne suffit pas. La paix suppose une transformation profonde des relations politiques principalement. Donc la paix est un attribut positif, nécessitant des fondations domestiques stables et un ordre démocratique. Donc pour lui, la paix et la liberté et la démocratie constituent des valeurs positives. Et cette perception nous rappelle la vision de la paix positive selon Galtung, qui présentait justement la paix comme le caractère de ce qui réunit toutes les conditions d'une coexistence qui soit juste, mais aussi durable. On peut y aller? Non, on va avoir quelques exemples. Je n'étais pas témoin de l'histoire, mais je pense que Dr Fosa pourra peut-être nous édifier sur certains points. Je n'étais pas témoin de l'histoire, je ne suis que chercheur. Donc, l'exemple de l'Afrique du Sud est un exemple patent, la création d'un gouvernement d'union nationale qui a présenté aussi une nouvelle constitution qui a été présentée comme un pont historique entre un passé souvent présenté comme difficile avec des souffrances indicibles, mais un pont entre ce passé-là et un avenir qui est vraiment fondé sur la reconnaissance des droits humains, la démocratie, la coexistence pacifique et toutes les possibilités de développement qu'il y a pour les Sud-Africains. Un exemple en dehors du territoire, au Burundi, Nelson Mandela prend la responsabilité d'être le médiateur en chef après le décès de Nyerere. Il joue un rôle important dans les négociations de l'accord d'Arusha. On va revenir sur son leadership à la fin de la présentation. Il incite aussi à relancer les efforts dans le processus de paix, mais surtout il dote le processus de repères clairs, d'où l'objectif du mot méthode, donc des repères clairs qui vont lui permettre de rythmer justement la progression qui va mener le Burundi vers une paix un peu plus durable. Donc cette philosophie-là, Mandela ne fait pas que l'appliquer à son contexte personnel, il l'applique aussi ou il la transpose ensuite au Burundi et révèle que la paix consiste justement à rendre les conditions d'une coexistence durable possible. On peut y aller. Donc, le deuxième principe, c'est qu'on ne construit jamais la paix contre quelqu'un. Cette photo, je n'étais pas là encore, montre le couronnement, on va dire, de lauréat de prix Nobel de la paix entre Nelson Mandela et son ennemi d'antan, De Klerk. Et Mandela nous montre ici que la réconciliation exige de travailler avec l'ennemi. Et ça rappelle cette phrase de Desmond Tutu dans son ouvrage No Future Without Forgiveness, que l'humanité de l'auteur des atrocités de l'apartheid est inextricablement liée, attachée à celle de sa victime, qu'il le veuille ou non. Et dans cette logique-là, nous allons passer au suivant. Donc toutes les guerres produisent des vaincus, on le sait. Toutes les guerres produisent des vaincus, mais la grandeur des processus de paix, c'est qu'elles produisent des partenaires. Donc au Burundi, encore une fois, nous avons l'exemple de Pierre Buyoya à côté, qui faisait partie des minorités Tutsi, qu'on a inclus dans le processus pour montrer plus d'inclusivité, pour montrer plus d'élargissement du processus. Donc, il avait une relation étroite. Je n'étais pas là encore, mais ils avaient une relation étroite qui allait jusqu'à une relation de paternité qui faisait que Mandela avait une influence significative sur le cours des événements. Jacob Zuma, qui l'a remplacé après en tant que chef de la médiation, était aussi le vecteur d'une diplomatie assez discrète, mais tout aussi pragmatique. L'objectif était toujours d'associer l'ensemble des acteurs concernés au processus de médiation. Donc pour lui, l'inclusion n'est pas une récompense qu'on accorde à un ennemi. Elle constitue la garantie
de la stabilité. Troisième point, pour Mandela, une double illusion doit être écartée. C'est laquelle? C'est celle d'une Afrique dépendante des solutions extérieures, mais aussi celle d'une Afrique qui s'isole du reste du monde. Il n'est pas d'accord sur les deux principes. Donc pour lui, solution africaine aux problèmes africains, c'est bien, mais la responsabilité, l'appropriation africaine des processus de résolution des conflits, c'est encore mieux. Donc il montre, comme Thabo Mbeki le disait, une profonde obligation de l'Afrique envers elle-même. Et c'est ce que les Nations Unies vont appeler le national ownership, qui fait que, par exemple, Mandela va prôner des solutions africaines aux problèmes africains, mais utilise la diplomatie multilatérale comme fondement, comme ciment. Nous avons l'exemple de l'intervention de la force de protection sud-africaine durant le conflit au Burundi, bien avant l'intervention de l'AMIB, mission de l'Union africaine, sous le leadership toujours de l'Afrique du Sud, puis l'opération des Nations Unies pour le maintien de la paix au Burundi, qui va garantir le soutien international. En République démocratique du Congo, c'est un peu la même chose, mais sous un autre prisme, un prisme régional avec la SADC, où ils vont aller jusqu'à aboutir au fameux Framework of Hope, qui a été également soutenu par les Nations Unies. On y va? Au risque de recevoir des pics, on va dire ça comme ça, je peux dire que Mandela n'était pas pacifiste pour moi. Il était profondément politique. Je vais l'expliquer. Parce que pour lui, et ça nous rappelle cette fameuse phrase qu'il a prononcée lors de son procès de Rivonia, il dit « Je ne nie pas avoir planifié des actes de sabotage. Je les ai planifiés à l'issue d'une analyse calme, réfléchie, lucide, de la situation politique née des longues tyrannies d'exploitation, d'oppression, des longues années de tyrannie, d'exploitation et d'oppression. » Et donc, aujourd'hui, on le présente comme un pacifiste, mais pour moi, c'est une personne réaliste qui prend des décisions sur les événements de son temps, sans pour autant occulter la question de la violence. Et donc, ici, pour lui, un petit revers sur les relations internationales qui lui est arrivé avec le Nigeria de Sani Abacha, le dictateur qui exécute 9 activistes qui ont été condamnés par un tribunal militaire malgré les appels courtois de Madiba en faveur de la libération de ceux-ci. Il lui dit « Abacha est assis sur un volcan et je vais le faire exploser sous ses pieds. » Ce qu'on pense ici, c'est qu'il est encore animé et qu'il a toujours été animé. Et je pense que même nous, on a cette responsabilité d'être animé par ce feu, par cette hargne de se révolter face à la violence, de s'indigner face à la violence et de s'indigner face à la perception justement de la paix. Au Lesotho, il autorisera rapidement une intervention sud-africaine sous l'égide de la SADC pour empêcher le coup d'État, mais qui va produire par exemple une 60aine de morts, mais aussi des émeutes dans la capitale. Et donc pour lui, la force n'est jamais... Pour lui, la force n'est jamais une politique de paix, mais elle peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, protéger le processus de paix. Donc, comment est-ce qu'on protège le processus de paix? Si on a la force nécessaire pour le protéger, on le fait. On peut y aller. 5e principe. Donc, pour lui, une paix qui repose sur l'humiliation prépare souvent à un conflit qui arrive, ou en tout cas à un prochain conflit. Et donc, le 5e principe, c'est sans justice, il n'existe qu'une paix provisoire. Et donc, il nous présente ce passage-là d'une justice qui rétribue à une justice qui restaure. Une justice qui restaure et qui est pensée et centrée sur la guérison, sur la réparation, plutôt que sur la punition. Donc, nous avons l'exemple de la commission Vérité et Réconciliation. Et nous rappelle ce terme parfois qui a été utilisé par Marcel Griol lorsqu'il parlait de la parenté à plaisanterie, de l'alliance cathartique. Donc c'est justement une catharsis, un moyen qui permet d'épurer le programme. Et donc
il est caractérisé par la jurisprudence africaine traditionnelle, l'esprit Ubuntu, je pense qu'on va en reparler dans les panels, la réparation des ruptures, le rétablissement des équilibres, la restauration des relations brisées, afin de réhabiliter à la fois victimes et auteurs de l'infraction. On le tire aussi de No Future Without Forgiveness de Desmond Tutu, 99. Et donc, ce n'est que si la vérité révélée suscite une dynamique sociale intégrant la réparation des souffrances des victimes qu'elle pourra répondre à l'idéal d'une justice restauratrice. Et c'est ce qui est dans le rapport du comité Vérité et Réconciliation. Comme pour vous dire que Mandela fait entrer la dignité humaine au cœur de la sécurité internationale, ce qui est un concept précis dans les relations internationales. Maintenant, la question c'est, pourquoi a-t-il pu changer cette définition de la paix? On a quelques tentatives de réponse qui vont clôturer notre présentation. Parce qu'il démontre qu'un individu peut être un acteur des relations internationales. Nous avons appris en relations internationales qu'il y a plusieurs acteurs, les États, les ONG, les multinationales. Mais Mandela nous a montré qu'un individu peut être un acteur parlant des relations internationales avec un style unique. Sur la pyramide de Lederach, on a Mandela qui pourrait être au level 1, mais qui parvient à influencer sur le level 2, mais qui fait une troisième influence sur le level 3, qui est le grassroots leadership dont on parlait tout à l'heure avec les ONG, dont parlait le professeur tout à l'heure avec les ONG. Donc, il agit au niveau 1, donc au top level, sur la scène internationale, mais son génie est véritablement mobilisé, selon mon analyse, au niveau 2, sur les leaders intérimaires, les religieux. Vous pourriez me dire le contraire, c'est à vous de voir, Inch'Allah. Le niveau 2, c'est les religieux, les académiques. On a parlé des écoles tout à l'heure avec le Premier ministre. Pour créer des infrastructures de paix qui sont capables de descendre jusqu'à la base, ce dont le professeur Mou parlait tout à l'heure. On peut y aller. Donc au Burundi, on verra le déploiement du contingent. Donc il montre son leadership, il affirme, il a un style de négociation qui est direct et qui est présenté. Un style de négociation qui est direct, qui est franc, parce qu'il a la posture qui le lui permet, il a l'expérience qui le lui permet. Et donc, il est même quasi comme un père avec ses enfants sur le conflit burundais, par exemple. Sa première déclaration, il leur fait se placer devant le miroir que l'Occident va peut-être projeter sur eux en leur disant « Je vous en prie, rejoignez le monde moderne. Pourquoi acceptez-vous d'être considérés comme des dirigeants sans talent, des dirigeants dépourvus de vision ?» Et il utilise des mots qui vont choquer. Les Africains, on va nous dire que les Africains sont encore des barbares. Aucun être humain n'a commis des actes de ce genre. Des enfants, des femmes, des personnes âgées sont massacrées. Et tout ça, c'est des actes d'accusation contre vous tous. Pourquoi aujourd'hui il montre aussi la franchise, la force de la franchise dans le processus de réconciliation, ou en tout cas dans le processus de résolution des conflits. On peut y aller. C'est fini. Donc, toujours le leadership qu'il montre. Le 28 août 2019, 13 des 19 délégations participantes avaient signé le processus de paix d'Arusha. En moins de 2 mois, les 19 ont signé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pressions diplomatiques. Le dernier point, c'est l'animation du concept Ubuntu, qui est un outil de paix pour lui, qui est basé sur l'interdépendance. Vous nous donnerez peut-être la formulation. Donc, je suis, parce que nous sommes... Desmond Tutu parle de l'oppresseur qui se déshumanise autant que la victime, le moteur de pardon, mais pas d'oubli. La réconciliation comme le lieu, justement, de 4 énergies. La vérité, la miséricorde, comme le pardon, la justice et la paix. Selon Tim Murity, c'est un cadre de valeurs qui permet de penser l'acceptation du pardon. Et enfin, il est inclus dans un cadre normatif qui permet justement de montrer comment est-ce qu'on peut réconcilier une population. On peut y aller, c'est fini. Donc pour moi, si le XXe siècle a mondialisé les guerres, Mandela a démontré qu'une expérience africaine de la paix pouvait elle aussi enrichir une pensée universelle. Donc, on va le présenter souvent comme un homme qui a changé son pays, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Je crois qu'il a contribué à changer de manière positive notre pensée sur la paix. Je pense que
il nous rappelle que la paix n'est ni un traité, ni une victoire, ni une simple absence de guerre, mais qu'elle est surtout un processus politique qui est exigeant, qui est fondé sur l'inclusion, la justice, le leadership, la capacité de transformer les adversaires en partenaires surtout. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci vraiment, merci. Je ne sais pas quoi dire, mais les organisateurs devront partir peut-être d'une telle présentation et certainement d'autres présentations pour revenir sur cette pensée profonde de Mandela, surtout cette pensée autour de la notion de la paix. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de la paix? Parce que nous en avons besoin d'idées fortes pour construire un nouveau multilatéralisme fondé sur la paix et le respect de l'autre. Et je crois que l'apport de Mandela est décisif. Tout à l'heure, vous avez dit un individu peut changer les choses et avoir de l'influence sur un certain nombre d'éléments. Mais il faut que cet individu soit exceptionnel aussi. C'est parce qu'il a accepté les sacrifices. Il a accepté justement de souffrir pour son peuple. Et en lisant la biographie de Mandela, moi personnellement, je l'ai dit, je me positionne de ma vision de, je ne dis pas une soufie, mais en tout cas de quelqu'un qui croit profondément au destin. Je me dis que Mandela est un vrai saint selon la conception religieuse que l'on peut avoir de l'islam, du catholicisme. On n'est pas wali parce qu'on est de telle religion, mais quand on a un destin exceptionnel, quand on est traversé par l'histoire, on est forcément un saint. Et c'est ce caractère exceptionnel de Mandela que nous devons utiliser pour bâtir le renouveau, en tout cas d'un monde plus juste, d'un monde plus équilibré, d'un monde plus respectueux de la justice, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il y a là des termes forts, des termes qui peuvent aujourd'hui aller vers de l'avant. Et je dis que le prestige de Mandela et de l'Afrique du Sud ont donné, ce prestige a donné plutôt à l'Union africaine sa première secrétaire générale, une femme, et depuis lors, il n'y en a pas eu d'autres. C'est pourquoi nous devons partir, à mon avis, ce que le Premier ministre a dit est important au moment de l'indépendance, comment construire un renouveau de la pensée pour l'Afrique et comment s'approprier toutes ces idées, mais avec l'Afrique du Sud, je crois que ce Mandela Day est important et ce que nous allons en faire, nous devons commencer maintenant la réflexion. Je ne sais pas si Ould Abdallah est là, mais sinon tout ce que je peux faire, c'est lire très rapidement, c'est pas long, ce qu'il voulait dire. Ok, excusez-moi. Ce qu'il devait dire s'il était là. En tout cas, Ould Abdallah, tout le monde le connaît ici. Il était très engagé lui aussi dans les institutions internationales, la Banque mondiale. Il a été ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie et il a joué un rôle dans différentes structures et il était ici représentante des Nations Unies, je crois, UNOAS, pour la paix. Et voilà sur quoi devait centrer sa présentation. Il dit en résumé, il part de la naissance de Nelson Rolihlahla Mandela en 2018 pour aller présenter quelques aspects de son parcours avant son décès en 2013. Et lui, tout est basé sur ses mémoires, les mémoires donc de Mandela. D'abord, il y a la formation militaire, pratique, au sein du FLN, en Algérie et au Maroc en particulier. Il a aussi participé à des visites pour demander des soutiens au président Senghor, au Houphouët-Boigny, Sékou Touré. Et dans les mémoires de Mandela, quand on voit ce passage, justement, quand il traversait dans cet avion, il y avait même des moutons et tout, c'est très passionnant, ce passage. Donc, il dit que les deux premiers, par exemple, les présidents Senghor et Sékou Touré,
et Houphouët-Boigny ont donné des fonds en devise à Nelson Mandela. Sékou Touré a donné plusieurs copies de ses discours à Nelson Mandela. Donc, il lui a donné une nourriture spirituelle. Sa libération et son refus de vivre sur le passé. Il dit qu'il ne vivait pas sur le passé. Anti-apartheid, il assista ainsi à la finale de la Coupe du monde de rugby, où seul un ou deux noirs ou métis faisaient partie de l'équipe nationale. La majorité de son entourage ne comprenait pas. Pour lui, c'est le futur de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire une nation diverse qui compte. Il accepte de partager le prix Nobel de la paix, on vient de le voir, avec le premier ministre blanc de l'époque, Frédéric de Klerk, en 1993. Au sommet de l'Union africaine de 1999, il annonce qu'il ne cherchera pas un second mandat. À la surprise de ses collègues, dont certains voulurent l'en dissuader, il respecta son engagement. C'est un homme de parole, en fait. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est Ould Abdallah qui parle, en Afrique du Sud, au cours de plusieurs cérémonies organisées en l'honneur de Yasser Arafat. Plus tard, à Washington, où elle était l'hôte de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, j'ai eu aussi cet honneur. Et là, il était avec l'ancien président Jimmy Carter, lui aussi futur prix Nobel de la paix. Et quelles sont mes leçons, dit-il, de Mandela? Premièrement, regarder vers le futur pour aider pays et citoyens. Le passé est passé pour l'économie. De la simplicité dans la forme et le fond, soit guère d'arrogance pour les élites dirigeantes, effectivement, et enfin, prendre son temps au milieu de ses concitoyens pour comprendre et avancer le pays. Je crois que c'était un homme. Moi, je devais parler de Mandela, je ne dirais pas Mandela personnellement, Mandela homme politique, mais je dirais Mandela citoyen, le précurseur des sociétés civiles en Afrique. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on va ouvrir le débat pour quelques minutes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les organisateurs? Donc, peut-être deux interventions. On va prendre deux interventions. Vous êtes inspiré, oui, mais... I want to congratulate the panel to start with on all the contributions they've made on Mandela. But I told the Prime Minister I want to zoom into his input because he talked about Burundi. I was there. I was there. When Mandela finished what you said, he sent Ruth Mayer and myself and General Ferryun. General Ferryun came from extreme right wing in South African politics to Burundi with his peace paper. And we had President Buyoya. You remember him? Buyoya was the president that time. And then he said, talk to all the political parties. Don't leave anyone out to buy into the peace process. So we went there. We didn't know them. So Buyoya told us where they were. You know where the other political parties were? They were in the bush. They were fighters. We had to go there. There was one guy they trusted from Stellenbosch University, Van Eck. Jan van Eck. He knew the guerrillas. So we went to them, very dangerous. We said, we're selling a peace process. We're asking you to support democracy, support the first election. They said, what about Buyoya? We said, we'll tell Buyoya to accept his interim. He's not a product of democracy. He must go after that. Okay? Okay. But to tell you a joke, we stayed at the hotel, Novel Hotel. I was always there with Karan.
from Sudan before independence. And he says, this one party comes, the one goes on. The one party comes is a man and a woman. You're going to laugh. We said, how many party members are there? He said, we are the party, the man and the woman. But we said, because they're a voice, we must listen to them. When we finished talking to all the parties in Burundi, we went to meet Buyoya with his cabinet for dinner. We said, say, they all agree to an election, provided once the results are out, you go. He says, I will go. So we told them. He says he will go. And those elections came, and they produced that democratic election. I was there, sir. I was there. What are the lessons? A settlement must be inclusive. Everyone who's got a stake must participate. In South Africa, the negotiation started with two parties, the ANC and National Party. But we decided we're not the only parties. There are other 21 parties in the country. We didn't agree with them, but they must be there at the table. That's why there was CODESA, Congress of Democratic South Africa. They must be there. Even the last voice must be heard. That's what Mandela said. Even the last voice must be heard. And then the other lesson is in Northern Ireland, the Good Friday Agreement. There was no Good Friday Agreement. All those parties came to South Africa to meet with our team, the negotiation team, at Cape Agulhas. Cape Agulhas is the end of Africa, in the middle of nowhere, so there's no disturbance. And asked us questions about what did we do. Prime Minister, what was the Prime Minister then? The Prime Minister of UK at that time, I forget his name. He asked Mandela to ask us to go to Northern Ireland and persuade all the parties to agree to sit down and talk, learning from our experiences. We did that. And then, of course, when they sat alone, they produced the Good Friday Agreement. Right? Those were some of the footprints we did. There were many others. We tried Iraq, it didn't work. They were very difficult. But we tried many things. So Mandela always believed in inclusivity. Everybody's voice is important. Everybody must participate. Thank you. Merci. Tony Blair was the name. Thank you very much. Thank you, Professor, for moderating your very rich session so well. There's a lot of invaluable information coming through from all of the speakers, rightfully so. But for me, it talks more about us. What does Mandelism mean to us today? Do we get angry against injustice? If you look at where we are today, Africa, South Africa, corruption is endemic in our societies. What are we doing about that injustice? Because corruption deprives the poor of the poorest what was due to them, and it delays their progress. That's gross injustice. But do we get angry in the context of Mandelism? Are we peaceful when brother is chasing brother? So for me, much as this is really very important, I have a sense that somebody spoke about decolonization. I think that speaks to me and my mind. We need to decolonize.
We are in our small sovereignty is trapping us. To an extent, we look within and not beyond. Of course, circumstances that affect us personally will make us individualistic, but we still need to think about our brothers who were there for us at the worst of times. So the point I'm making really is, I do not want us to, if anything, I wish this was not or would not be a once-off session. I think Mandelism needs to be a movement. We can't have spoken about it here and now and it ends here, because it is so important to all of us as Africans. Otherwise, we can't talk African Renaissance. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les panélistes, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Diané, et vous-même, la modératrice. Bon, Monsieur Abdullah, il n'est pas là, mais on a écouté son intervention à travers vous. Mais je reviens sur un propos que vous avez fait à l'entame de vos propos. Vous avez pris l'exemple, en parlant de Mandela toujours, mais vous avez parlé du cas de Marwan Barghouti, qui est emprisonné depuis des années et qui est un exemple dans la lutte contre la discrimination, l'injustice. Mon propos est que je crois que c'est des cas à retenir, d'approfondir, puisqu'on est à l'ISM, d'approfondir la réflexion sur la question et d'aller dans le sens de votre proposition. Et éventuellement, dans d'autres pays ou dans d'autres zones, procéder aux mêmes études et qu'il y ait des cas d'espèce qu'on puisse examiner de façon approfondie et écrire là-dessus pour la postérité. C'est ce que je voulais avancer comme commentaire. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter Monsieur le Premier ministre qui a aussi des témoignages sur le sujet. Merci beaucoup, Madame la professeure. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mon ami Mathieu a juste parlé tout à l'heure du Burundi et de la façon dont il a participé aux négociations et ce que Buyoya a accepté. Je voudrais témoigner justement sur le cas de Buyoya. C'est un ami, un grand ami. Quand il a accepté ceci qu'il est sorti, l'Afrique l'a récompensé, puisque l'OUA l'a nommé comme représentant donc, au Mali, pour superviser vraiment toute la paix au Sahel, dans la région, parce que justement, comme disait Mandela, quand vous savez partir, vous partirez grand. Et Mandela a aussi dit que la paix, ce n'est pas seulement l'affaire d'un conflit, c'est comment créer, perpétuer les meilleures conditions pour que vraiment la coexistence puisse se faire entre les partisans, les protagonistes. Il s'est trouvé que malheureusement, quand il a quitté, il y a eu encore d'autres qui ont soulevé les problèmes. Et quand on l'a accusé vraiment d'avoir fomenté les choses, c'était un grand ami. Il est venu me rencontrer à Dakar ici, pendant que moi j'étais au commissaire de l'OMVS. Il m'a expliqué toute sa déception. Et je lui ai conseillé à l'époque d'aller voir le président Alpha Condé, qui était président en exercice de l'Union africaine. Et quand il venait à Dakar, à Conakry, il m'a dit de venir à Conakry pour l'introduire chez le président Alpha Condé. Comme une fois le destin est tragique, il est venu là présenter la situation au président Alpha Condé en disant qu'il veut démissionner son poste de l'UA parce qu'il venait d'être accusé par son pays alors qu'il a tout fait pour maintenir la paix au Burundi. Et il est passé me rendre visite à la maison en disant « Mon cher ami, je m'en vais, mais Alpha me dit de ne pas démissionner, toi aussi me dit de ne pas démissionner, je vais voir ce qui se passe. » 5 jours après, il a été emporté par le Covid à Bamako. Il est décédé. Et le gouvernement burundais, son corps soit rapatrié. Vous imaginez. Et son fils, qui est un éminent banquier, donc Olivier,
a dit à sa maman, maman, ne faites rien, gardons le corps de papa, comme c'est un grand homme, tôt ou tard, il sera réclamé au Burundi. Et il sera entraîné dans la dignité. Je voulais donc faire ce témoignage pour qu'on comprenne que les grands hommes ne meurent jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui se passe sur ce continent, c'est terrible. On se bat même contre des morts, des cadavres. Quand je vois, quand Tshisekedi, son père est mort, il l'a gardé. Je lui dis, dans une mission où j'étais, mais enterrez votre papa. Il dit, non, non, on attend, il y aura des funérailles. Et je suis convaincue que la guerre qui a repris aujourd'hui en Iran, c'est après les funérailles que cette guerre est revenue. Donc je ne sais pas, vraiment parfois je me dis, est-ce que nous avons nos esprits avec nous? Ici, on a le corps de, comment il s'appelle encore, Aïdjo depuis belle lurette. Qu'est-ce qui empêche qu'on enterre les gens ces yeux? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'un mort peut faire? Un cadavre qui est là, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Alors, merci beaucoup, prof. Merci à vous pour votre marque de bienveillance. Je considère vraiment cette marque de bienveillance comme une chance. Je n'ai pas été dans les processus, que ce soit de maintien de plus, soit au Burundi ou en Afrique du Sud, mais je suis quand même désireux d'en savoir plus, d'en parler avec des gens qui l'ont vécu, mais surtout de prendre des actions, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que ce qui est important à faire à notre niveau, nous, par exemple, moi je suis musulman, la plus petite manifestation qu'on peut avoir face à une injustice, c'est de s'indigner. Et pour moi, au-delà de s'indigner, il faut prendre des actions. Comment est-ce qu'on prend des actions? On les prend à nos niveaux. Moi, je suis dans la recherche, je vais le faire dans la recherche. Le mouvement des Madibaris est dans l'action sociale, ils vont être dans ça. Mais pour moi, il faut toujours avoir ce cœur-là qui est de faire de la recherche sur la question, mais surtout de prendre des actions qui nous permettent de mieux développer nos pays, de mieux développer nos continents. Pourquoi? Parce que notre continent est autant riche, le Premier ministre l'a dit, sur des questions de sous-sol et tout, mais notre continent aussi est riche en histoire, il est riche en modèles qu'on peut réinventer, qui ne sont pas morts, comme il l'a dit, qu'on peut réinventer et qu'on peut utiliser pour mieux bâtir nos sociétés. Je vous remercie encore pour votre marque d'affection. Merci, on prend le... Excusez-moi, monsieur Mathius m'a dit tout à l'heure, pendant que vous parliez, Mathius, I'm translating what he told me. Il voudrait avoir votre présentation. Il voudrait qu'on lui envoie parce qu'il en a vraiment besoin. Donc, je vous exhorte à le faire à travers l'université. C'est un honneur pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de notre panel qui est très riche et qui nous fait réfléchir. Et je veux simplement conclure par ce que vous disiez tout à l'heure, madame. C'est vrai, chacun dans son domaine doit faire de son mieux pour aller vers une convergence de faits qui seront à la base de la transformation en Afrique. Mais ce qu'il nous faut aussi, c'est un puissant mouvement intellectuel pour prendre en charge cette dimension du madibalisme, de Mandela, du panafricanisme. Mais ce puissant mouvement intellectuel aussi, il lui faut un leadership. Et aujourd'hui, ce qui manque le plus en Afrique, c'est ce leadership transformationnel, capable, un leader qui se fait respecter par ses prises de position, par son savoir aussi. Parce qu'un leader ne peut pas être leader si lui-même il ne prend pas le temps. Tous les gens auxquels nous nous référons, je vois en Tanzanie toutes les publications, par exemple, sur Nyerere. L'université de Dar es Salaam a fait des publications très importantes sur Nyerere, sa vie, les témoignages. Mais c'est un bréviaire pour les politiques. Je crois aussi qu'il faudra des publications. Si Senghor est resté influent jusqu'à présent, c'est parce que aussi c'est un homme de savoir, un homme de culture. Si Sékou Touré, qui était malgré tout, il était syndicaliste, mais il avait une puissance intellectuelle, etc. Mandela, c'était ça.
On ne peut pas être leader si on ne prend pas le temps de s'isoler pour étudier, pour savoir. Et puis renoncer. Moi, je ne peux pas concevoir en Afrique aujourd'hui qu'un leader soit corrompu, qu'un leader soit dans la luxure, qu'un leader soit dans comment on appelle ça, tout ce qui est très, très trivial, etc. Un leader, c'est le renoncement. Gandhi, c'était le renoncement. Mandela, c'est le renoncement. Et nous avons besoin de ce leadership aujourd'hui pour porter cette volonté de changement. D'où viendra-t-il? Ça peut être une femme, hein? Ça peut être une femme. Une femme. Et on est là. Merci. Ça doit être nous les femmes.